Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier atelier de la Fabrique du Festival de Géopolitique qui vous propose donc d'octobre à mars une série de conférences, articles, interviews et livres sur le thème S'adapter qui a été le thème choisi pour le Festival de Géopolitique qui aura lieu du 24 au 26 mars 2021. On ouvre aujourd'hui justement les hostilités avec une conférence introductive sur ce sujet, la géopolitique de l'adaptation, qu'est-ce que c'est ? Je suis Sophia Garmi, je suis diplômée de GEM et de l'IRIS en géopolitique et prospective et j'ai le plaisir du coup d'animer ce tout premier atelier. Aujourd'hui, nous avons donc 3 intervenants qui vont échanger sur ce thème. Nathalie Bellost, vous êtes docteur en sciences politiques, diplômée de Sciences Po, enseignante-chercheur à GEM. Vos recherches portent notamment sur la façon dont les entreprises influencent les territoires et la géopolitique mondiale. Jean-Marc Huissou, vous êtes le directeur du Festival de géopolitique, professeur de géopolitique à GEM et également directeur du CEGG, le Centre d'études en géopolitique et en gouvernance. Et enfin, Grégory Vanel, vous êtes docteur en économie internationale, titulaire d'un PhD en sciences politiques. Vous êtes également professeur assistant à GEM. En tant que spécialiste d'économie politique internationale, vos travaux portent notamment sur la dynamique de l'étalon dollar, l'hégémonie financière des États-Unis et les processus internationaux de normalisation financière. Vous avez notamment publié en 2017 aux éditions Campus Ouvert un ouvrage intitulé « Réhabiliter le pouvoir et les nations dans l'analyse du capitalisme mondialisé ». Nous allons articuler cet atelier, cette visioconférence par quelques questions qui vont permettre à nos intervenants de débattre et justement de vous permettre de comprendre ce thème de l'adaptation. Et vous avez aussi la possibilité de poser des questions, que ce soit sur Zoom ou sur le live YouTube si vous êtes connecté sur YouTube. Et nous prendrons un quart d'heure à la fin pour répondre directement à vos questions. Donc, tout d'abord, première question pour vous tous. On peut se dire que l'adaptation, ce serait une absence d'anticipation. On est obligé de s'adapter quand on a des événements imprévus. Est-ce qu'il y aurait donc différentes temporalités? Dans quelle temporalité pourrait s'inscrire l'adaptation en géopolitique? Et en fait, finalement, la géopolitique de l'adaptation ne serait-elle pas une géopolitique de l'urgence? En fait, je pense que cette question de la temporalité, elle est assez intéressante à prendre en compte dans cette question de l'adaptation parce que, oui, on peut dire qu'on s'adapte finalement que face à une crise comme celle qu'on peut vivre actuellement et donc dans une question de l'urgence, du court-termisme, de la rapidité. Mais au final, l'adaptation, c'est un processus, donc ça peut être aussi quelque chose de très lent par rapport à d'autres dynamiques. Donc cette question de l'adaptation, elle est effectivement dans cette question de plus générale. On n'est pas que dans une question de court-termisme, dans la question de la vitesse, on peut être aussi vraiment dans le plus long terme, puisque si on a une vision très biologique de ce que c'est que l'adaptation, eh bien, on a plutôt tendance à voir ça dans le long terme et comme une recherche finalement d'équilibre. Oui, alors en fait, pour rejoindre ce que disait Nathalie, il y a au moins 3 façons de faire de la géopolitique. Il y en a une qui est une géopolitique de constat, qui constate qu'à un moment donné, effectivement, les sociétés, les rivalités entre communautés humaines se développent d'une certaine manière à un certain moment donné et constate qu'il y a un problème. Et évidemment, là, la question de l'adaptation, et la question, c'est beaucoup plus de savoir comment on peut en sortir. Bon. Il y a une géopolitique plus prescriptive qui dit le monde fonctionne comme ça et voilà pourquoi nous devons agir de telle ou telle manière, donc qui est plus, disons, une géopolitique au niveau des appareils d'État, au niveau des appareils stratégiques. Et puis il y en a une troisième qui est une géopolitique plus prospective qui, elle, essaye de comprendre ceux dont les événements sont le symptôme. Et celle-ci, c'est pour moi la vraie géopolitique qui se pose la question de l'adaptation, parce que c'est celle qui est en train de constater que les règles du jeu, dans un certain nombre de dimensions, sont en train de changer et qu'il va falloir apprendre à jouer avec ces nouvelles règles. Et là, on n'est pas dans l'urgence. On n'est pas dans l'urgence parce qu'on n'est pas dans le phénomène. On est dans
l'évolution structurelle de la situation, le changement, encore une fois, des règles globales du jeu, que ce soit dans le domaine de notre rapport à l'environnement, dans le domaine de l'organisation économique, dans le domaine des institutions, dans le domaine des nouvelles rivalités et, disons, des nouveaux acteurs, ou en tout cas du renforcement de certains acteurs. Et ça nécessite, de la part de la géopolitique, d'être capable de dire voilà ce qui est en train de se passer. Et si dans 20 ans, on veut être à un endroit qu'on peut à peu près prévoir, ce qui est toujours rassurant et qui ne relève pas justement de l'incertitude, et l'incertitude, c'est la peur, et la peur, on sait que c'est difficile à gouverner, voilà ce qu'on peut commencer à faire aujourd'hui pour que dans 20 ans, on soit dans une situation stabilisée. Je pense que quand on réfléchit géopolitique d'adaptation, on pense à ça. Et aujourd'hui, on est en face d'un certain nombre de ruptures qui commencent à se manifester, dont les phénomènes commencent à être apparents. Il est important qu'on les analyse et qu'on comprenne là où ils peuvent potentiellement nous mener pour pouvoir dire commençons à orienter nos dispositifs de telle ou telle façon. Et dans les dispositifs qu'il faut orienter, je précise qu'il faut réorienter aussi l'analyse géopolitique qui a tendance à rester sur un certain nombre d'outils, de concepts qui expliquaient le monde d'avant, mais qui ne sont peut-être pas adaptés. La question se pose pour expliquer le monde qui est en train de naître. Donc, dans l'adaptation, il y a l'adaptation à quelque chose qui est en train d'apparaître, et pas à quelque chose qui est déjà là. Personnellement, je pense que la géopolitique, quand elle est dans l'actualité sous la forme d'une crise, c'est trop tard. Voilà. On ne peut pas décréter qu'un événement doit s'arrêter et qu'il y a un bouton qui va permettre d'éteindre un conflit, éteindre le réchauffement climatique, éteindre la crise de confiance dans les institutions. On est dans le temps long. Je vais rebondir sur ce que disait Jean-Marc. En fait, la question de l'urgence, elle n'a de sens que si c'est une injonction à s'adapter. Elle n'a de sens que si on est dans une logique où les acteurs se considèrent eux-mêmes comme étant capables de s'adapter. Alors que si on a une démarche un peu plus évolutionniste, un peu plus institutionnaliste, on peut aussi tenir compte de la surprise, tenir compte du fait qu'on peut avoir plusieurs, disons, dispositifs qui peuvent exister, dispositifs institutionnels, dispositifs collectifs, qui peuvent coexister, qui peuvent être en concurrence entre eux, qui peuvent se sélectionner, d'une part, et d'autre part, la question de l'adaptation, et moi je rebondirais sur la question de la temporalité, elle pose aussi la question de la perception qu'on a des futurs possibles. Ça, c'est une dimension qui est très importante, qui parfois est négligée, y compris chez les économistes, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder les phénomènes du présent uniquement à travers le prisme du passé, en oubliant que nous sommes des êtres qui donnons sens à nos actions, et en particulier nos actions collectives. Et donc, se poser la question des futurs possibles, c'est se poser la question de l'adaptation. Et donc, une géopolitique de l'adaptation, dans ce cas-là, c'est une géopolitique sur l'action contemporaine, aujourd'hui, et qui ne se pose pas les questions de l'adaptation au passé, mais bien l'adaptation aux phénomènes qu'on anticipe, à l'incertitude, à la surprise. Et donc là, de ce point de vue-là, on peut penser des conflits d'adaptation, mais des conflits d'adaptation sur des projets, par exemple, qui ne sont pas des conflits liés à des problématiques immédiates, urgentes à régler, mais bien sur une dynamique de long terme et sur des projets de long terme, collectifs ou individuels d'ailleurs. Je rebondis sur ce que tu dis et c'est intéressant parce que tout dépend comment on voit l'adaptation, si on la voit comme processus, donc effectivement c'est ce que tu disais, ou comme finalité, donc adaptation, rapidité sur l'événement. Et également la question que tu as évoquée sur les futurs possibles. Et en fait, c'est une question de représentation, mais la représentation, c'est pas que la représentation du passé, et c'est assez juste, c'est aussi la question de se projeter et finalement on se rend compte que les organisations qui arrivent à s'adapter, c'est qu'elles arrivent à changer ces cartes mentales. Et pour changer ces cartes mentales, c'est changer effectivement les représentations qu'on a du passé, mais aussi de comment on envisage le futur. Donc, je trouve que c'est un point important, c'est sûr. Moi, je veux rajouter que des approches telles que la géopolitique ou l'économie politique et d'autres, ce n'est pas un monopole, mais ces disciplines complexes qui se posent la question de la nature du monde et des hommes aujourd'hui, et des sociétés des hommes aujourd'hui, la nature de l'évolution du monde et des hommes, pardon, ont une responsabilité justement à expliquer que l'événementiel, la gestion du risque n'est pas la façon correcte d'empêcher les catastrophes d'arriver en définitive. Et qu'on a cette mission dans toutes ces disciplines d'essayer de remettre la lenteur, de remettre le temps de l'action politique longue et pas de la loi d'opportunité
démagogique ou non, pas de la mobilisation indignée sur un sujet à un moment donné, mais la réflexion, l'analyse de la nature du problème, des possibilités de changer les paramètres du problème de manière à ce qu'il cesse d'être un problème, mais en ayant conscience que tout ça, ça va se jouer dans 20, 30 ans. Et que là, on saura si l'adaptation a réussi ou pas, d'ailleurs. Ce qui est dangereux, en définitive, pour les organisations, c'est de vouloir que le monde ne change pas malgré la réalité qui nous... Désolée, nous sommes de retour, des petits soucis techniques. La blague sur on va s'adapter a été faite 2 fois pendant ce petit laps de temps. Jean-Marc Huissou, vous étiez en train de nous parler du fait de remettre justement de la lenteur pour avoir une approche de la géopolitique qui soit prospective. Oui, parce que, encore une fois, il faut prendre en compte le fait que ce qui se produit aujourd'hui, d'abord, a été déclenché par des structures qui ont été mises en œuvre il y a 20, 25, 30, voire plus longtemps dans le passé. Et que par conséquent aussi, les effets de l'action qu'on va mener aujourd'hui, en analysant ce qui se passe, ils se produiront dans 20, 25, 30 ans ou plus dans le futur. Et qu'on ne peut pas, face à la complexité des choses qui sont mises en route, on ne peut pas simplement être dans, disons, l'injonction à éteindre les problèmes, dans l'injonction à réagir immédiatement, à prendre des mesures radicales. Il faut vraiment comprendre exactement ce qui est en train de se passer pour essayer de prendre collectivement les mesures qui seront les moins disruptives possibles. Parce que vous savez, c'est un peu comme les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers, quand vous leur demandez d'éteindre un incendie, alors ils éteignent l'incendie, mais ils font beaucoup de dégâts. Mais ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent vite. Donc en géopolitique, dans le type d'analyse qu'on fait en géopolitique, mais aussi dans les autres disciplines que j'ai citées tout à l'heure, il est important de ne pas encourager le raisonnement du sapeur-pompier qui arrose pour éteindre l'incendie et qui détruit tout ce qu'il y a autour dans son action d'éteindre l'incendie. Quand on sait qu'on va agir sur tel facteur, il faut comprendre comment ça va agir sur les autres facteurs de manière à ce que, dans l'ensemble, les structures tiennent, l'ensemble, les sociétés tiennent et qu'on ne se retrouve pas dans une situation de chaos du fait de l'action qu'on mène aujourd'hui. Donc, il est dans le contexte actuel où tout le monde a une information très vive, très émotionnelle, faisant une injonction à l'émotion, une injonction à l'urgence, créant de la peur et de l'angoisse, il faut que nous, on soit aussi les vecteurs d'une réflexion qui dit calmons le jeu, regardons, comprenons et essayons de comprendre comment on peut réorienter les choses de manière à ce qu'il y ait le moins de rupture possible. C'était un peu le sens de ce que j'ai essayé de dire avant la coupure. Je ne sais pas si ça a totalement fait le lien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, on fait ce qu'on peut dans le contexte. Ouais, je vais rebondir sur... il y a une idée qui me semble majeure et peut-être que le tournant, justement, on va dire du réchauffement climatique, de la Covid, des difficultés économiques, va permettre de passer ce cap-là, en tout cas d'un point de vue conceptuel. Il n'y a jamais de réponse simple à des problèmes complexes. Et justement, mettre en avant l'idée de l'adaptation, c'est mettre en avant la perspective écosystémique, pas au sens de la nature, mais bien au sens de l'interaction, de la complexité des interactions entre tous les acteurs, entre toutes les structures, entre toutes les organisations qui existent. Et déjà penser sa propre capacité d'action dans un monde complexe, c'est déjà d'une certaine façon penser sa propre adaptation. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de le faire, mais ça veut dire déjà qu'on anticipe les difficultés qu'on pourrait avoir à le faire. Déjà, rien que ça, c'est être dans une action qui a du sens parce qu'elle est censée agir sur le futur. On n'est pas dans la réaction, et c'est un peu le sens, à mon avis, de la question de l'urgence. L'urgence, elle est réactive, toujours. Et elle n'est pas fondée, d'ailleurs, en règle générale, les activités, les actes qu'on mène dans l'urgence ne sont pas des actes pensés, mais des réflexes. Et on sait depuis très longtemps que le cerveau humain n'est pas fait justement pour penser de cette manière-là des problèmes complexes. On a une documentation gigantesque sur les biais cognitifs, par exemple, qui est là justement pour essayer de montrer que précisément agir dans l'urgence est une erreur, en fait. Est une erreur collective, mais surtout une erreur individuelle. Donc voilà, une géopolitique de l'adaptation, une géopolitique qui pense justement précisément le territoire, les organisations, les conflits, les projets,
à partir du prisme de l'adaptation, c'est précisément une géopolitique rationnelle. Et c'est ça la rationalité, en fait. Ce n'est pas précisément la simplification, l'ultra-simplification, la segmentation des problèmes, ce qu'on a souvent. On a souvent des problématiques qui segmentent les problèmes, mais c'est bien penser les problèmes dans leur globalité, et pas simplement à travers un seul prisme, à travers un seul biais cognitif qu'on pourrait avoir. Très bien, merci à tous. Une autre question qui fait un peu le lien avec des choses que vous avez évoquées précédemment et on l'a un peu compris de manière implicite. On a une utilisation pléthorique du terme de crise, particulièrement en contexte de crise sanitaire, de crise, rajoutez tous les qualificatifs que vous voulez derrière. Précisément, pourquoi avoir refusé en quelque sorte de parler de crise et d'avoir choisi d'adaptation alors qu'on est au cœur de la tempête ? Si je peux me permettre de commencer, pourquoi pas la crise? Parce que la crise, c'est le constat qu'il y a un dysfonctionnement. On peut le regretter, on peut trouver des responsables, on peut faire tout ce qu'on veut, mais finalement, ça ne résout pas le problème. La crise est la raison pour laquelle il est impératif de penser la possibilité de s'adapter. Alors, il y a évidemment, il y a plusieurs perspectives. La crise nous met en difficulté et marque d'une certaine manière parfois la fin d'un certain fonctionnement de toute ou partie du système dans lequel nous sommes. Par exemple, nous avons cru, de manière peut-être un petit peu trop rapide, que la modernité scientifique, que l'équipement en système de santé assez dense des pays développés nous mettait à l'abri d'une épidémie majeure pouvant rompre la façon normale de fonctionner de la société. On s'aperçoit que ça n'est pas le cas. La crise nécessite qu'on réfléchisse effectivement à l'adaptation. Bon, passer d'adaptation, c'est être optimiste. C'est justement ne pas être dans « oulala, tout va mal, on va tous mourir », c'est de dire « bon, ça va pas bien, il y a des choses qui dysfonctionnent, comment on va s'en sortir ?» Et quelque part, il y a l'idée que collectivement, on va s'en sortir. Alors, évidemment, peut-être qu'on ne s'en sortira pas. Peut-être que, prenons par exemple la crise environnementale, peut-être qu'effectivement, on peut imaginer le scénario dans lequel, dans 50 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 5 siècles, il n'y a plus d'humanité. Dans ce cas, ce que nous faisons, ce que nous tentons de faire sera sans aucune... ne fera de mal à personne, par définition. Donc, si on part de là, il n'y a rien à dire. Or, il se trouve que quand même, on se doit de chercher des voies qui permettent de penser que dans 5 siècles, nous serons toujours là malgré la crise climatique. Donc, il y a une forme de reconnaissance d'abord que les collectifs humains savent produire des réponses à leurs problèmes, elles l'ont toujours fait. Ce qui est sûr, c'est que pour apporter des réponses aux problèmes qui se présentent, il va falloir abandonner un certain nombre de solutions, un certain nombre de structures, un certain nombre de modes de comportement auxquels on s'est habitué. Et ça, c'est la crise. C'est-à-dire, effectivement, c'est l'acceptation qu'il faut abandonner certaines choses pour en construire d'autres. C'est l'histoire de l'humanité, et je ne crois pas qu'il y ait une période dans l'humanité où on ait pu s'asseoir en se disant tout va bien, tout va continuer à aller bien, et c'est parfait. On en rêve tous, effectivement. Toutes les sociétés humaines ont rêvé d'arriver à cet état de stabilité permanente. Dans les faits, ça n'est jamais arrivé. Voilà, donc pour résumer ce que je viens de dire, parler d'adaptation, c'est quelque part interroger les capacités des sociétés humaines, des organisations humaines, à changer pour prendre en compte les évolutions de leur environnement. Parce que, encore une fois, si on part du principe que de toute façon, il n'y a pas de solution et que tout ça va disparaître, ce n'est pas la peine, effectivement, d'essayer de réfléchir. On n'est plus au stade de la réflexion. Et ça n'a aucun sens. Et c'est très dangereux. Je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Pourquoi l'adaptation et pas la crise? Parce que finalement, l'adaptation, ça permet aussi de parler de la recherche d'équilibre. Un processus d'adaptation, c'est toujours se poser la question de comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ça tienne, parce que on est donc la crise, on arrive, on peut toujours analyser les causes de la crise, les tenants, les aboutissants, mais
ça nous paraissait beaucoup plus intéressant dans le cadre du festival de s'intéresser à l'ensemble des processus qui font que on arrive à créer ces équilibres plus ou moins précaires, hein, c'est aussi ce que tu mettais en avant, mais comment est-ce qu'on en arrive à comprendre comment les sociétés vont s'organiser pour créer ces équilibres, quels sont ces équilibres créés, et puis qu'est-ce qui fait que ces équilibres ont été coupés et comment ces équilibres se réinventent, parce qu'au final c'est ça en fait, c'est arriver à redonner en fait un sens à ces créations d'équilibre. Et je ne sais pas où ça a coupé tout à l'heure, alors je vais peut-être me redire, mais je faisais suite à ce que Grégory Vanel disait, mais quand tu parlais des futurs possibles, c'est effectivement comment est-ce qu'on construit les représentations de cette adaptation, comment est-ce qu'on imagine ce qui va être possible, et que finalement les organisations qui arrivent à mieux à s'adapter sont celles qui arrivent à réimaginer cette position d'équilibre. Alors moi, je viens d'une tradition théorique où la crise est fondatrice, en fait. Chez les institutionnalistes, en particulier chez les régulationnistes, la crise est l'acte fondateur de la compréhension du système social, du système économique. Et la façon dont on s'en sort, précisément, est fondatrice. Le problème de cette approche, c'est qu'on en reste parfois il y a un petit, un petit biais qui peut apparaître, c'est que derrière la réflexion sur les causes de la crise, on bascule très vite sur la réflexion sur la nature et sur le rôle des responsables de la crise. Et donc, on en reste au constat. D'accord ? Alors que s'intéresser à l'adaptation peut aussi intégrer la crise comme étant un mode de fonctionnement des systèmes sociaux, en fait, naturel, normal, tout à fait logique, mais on peut aussi penser des systèmes sociaux qui sont résilients face à la crise, en fait. Et donc, on peut introduire une pensée collective, c'est-à-dire la façon de dépasser ces crises, elle est collectivement pensée au préalable, ou alors on peut aussi s'intéresser à tout ce qui freine précisément l'adaptation face à la crise. Et donc, sortir du prisme de la crise, c'est sortir, pour moi, d'une part de la recherche de responsabilité, même si on sait que la crise climatique est plutôt liée à la production carbonée, donc on sait à peu près quels sont les responsables, mais ce n'est pas la question. La question, c'est comment on sort du carbone, comment on est capable d'adapter notre système productif, nos territoires, nos systèmes de production à l'après-carbone, voilà. Et donc la question est bien plus prospective, parce que poser la question de l'adaptation, et c'est aussi la troisième raison à mon avis qui est importante, c'est se poser la question du monde qu'on lègue à nos enfants. Parce que derrière l'image évolutionniste, il y a l'idée des réalités. On lèguera des choses à nos enfants, on emprunte là des choses à nos enfants, pour paraphraser Saint-Exupéry. Et donc, se poser la question de la géopolitique de l'adaptation, c'est se poser la question du monde qu'on laissera à nos enfants et petits-enfants. Et ça, si vous entrez dans le prisme, dans ces questions-là, à travers le prisme de la crise, en fait, vous regardez ce qu'ont fait vos grands-parents, mais vous ne posez pas la question de ce qu'on peut faire, nous, pour nos enfants. Donc, voilà l'intérêt de cette problématique-là. Et puis, dernière chose, il y a l'injonction. On nous demande de nous adapter, mais en fait, il y a plein d'adaptations possibles. La question, c'est, il faut qu'on s'adapte, mais on a encore une multitude de possibilités. Et le principe évolutionniste est de dire qu'il n'y a pas qu'une seule façon de s'adapter, il n'y a pas une seule one best way. C'est ça l'idée qui est principale. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire des compromis sur la façon dont on va s'adapter, et qu'il est fort probable que la façon dont on s'adaptera, ça ne sera pas partout la même. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Grégory Vanel, d'abord, effectivement, il y a un choix politique social collectif. Il y a des choix sociaux collectifs à faire. Et ce que ne permet pas le sentiment d'urgence. Là, effectivement, on peut être très, très vite dans châtier les coupables, changer tout, briser ce qui existe parce que ça ne marche pas, et créons un monde meilleur qui n'existe pas, peut-être pour de bonnes raisons aussi. Ça, c'est le premier point. Et puis, dans le vocabulaire de la crise, il y a une autre acception, c'est qu'une crise est un dysfonctionnement supposé temporaire de la normalité, qui se répare. Et c'est vrai qu'on a pris la position, en tout cas, c'est mon cas, on a pris la posture, en formulant le sujet du festival, de dire qu'on n'est pas au stade de la réparation. On ne restaurera pas le monde d'avant les difficultés. On a pour responsabilité de réfléchir sur comment construire le monde d'après, parce que de toute façon,
on ne peut pas revenir en arrière et on aura du mal à préserver tout ce qui existe en le rendant simplement plus vertueux, mais à l'identique. On ne substitue pas la voiture, le vélo à la voiture juste pour que les déplacements soient propres. Ça change beaucoup plus de choses dans les systèmes qui sont les nôtres et c'est un choix qui est beaucoup plus douloureux qu'il y paraît. Bien entendu, je prends un exemple un peu caricatural là-dessus. Donc, en choisissant l'adaptation, oui, on appelle au débat. On appelle réellement au débat sur les choix qui sont les nôtres. Et puis clairement, on tourne le dos à un certain retour, à un idéal qui d'ailleurs souvent n'a pas existé à part dans la tête de ceux qui le chérissent, d'une situation antérieure où tout allait bien. En général, tout allait bien parce qu'à l'époque où on fait référence, on avait 20 ans et qu'à 20 ans, tout va bien. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité, la situation économique, sociale, politique ou autre. C'est juste qu'on est aux meilleures années de sa vie et que tout paraît rose. Ça fait depuis Platon que le monde était meilleur quand on avait 20 ans. Donc, c'est pas ça. On ne reviendra pas en arrière. Les défis qui sont en face de nous ne permettront pas, au prix d'ajustements minimums et de petites tricheries avec la réalité, de maintenir nos sociétés, nos économies, nos relations politiques, notre niveau de sécurité collective de la même façon que ça a été le cas jusqu'à maintenant. Et dans l'adaptation, il y a effectivement inventer le monde de demain aussi, dans toutes ses dimensions. Et pas simplement essayer de reproduire l'existant dans un contexte légèrement différent. Donc voilà quelle est l'intention derrière ce terme-là. Et pourquoi le mot crise, finalement, est un mot qui, alors que tout le monde attend, oui, qui, d'un point de vue sans doute communication, serait très percutant, mais qui finalement mène nulle part dans le débat. Vous imaginez qu'on fasse 50 conférences pour constater qu'il y a une crise. Bon, oui, ok, super. Et ensuite, on fait quoi? Surtout qu'il y a des crises. Oui, enfin, il y a une crise dans tel domaine, à tel endroit, et ainsi de suite. Bon. Et ensuite, on fait quoi? On fait rien. L'adaptation, c'est la condition même de se dire qu'il existe encore un futur qu'on peut concevoir, qu'on peut ne pas uniquement subir, mais déterminer collectivement et s'interroger sur est-ce qu'on en sera capable d'une part, et quelles sont les conditions nécessaires pour que cette détermination collective soit possible. Voilà. Donc non, pas crise, mais adaptation, c'est-à-dire changement volontaire des paradigmes. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais je pense que sinon, voilà, l'idée aussi, c'est de regarder dans ce que tu disais, comment finalement les sociétés vont... enfin, dans la géopolitique, on observe les rapports de pouvoir. Donc, c'est comment, aussi, on parle des forces de changement, mais il y a des forces qui ne vont pas changer aussi. Donc, ça va être intéressant de savoir à commencer par comment est-ce que tout ça va... voilà, comment est-ce qu'on va réagir aux différents défis, et pas que de la crise actuelle qu'on traverse, mais on parlait d'écologie, on parlait voilà, dans un processus bien plus large, mais ça va être ça qui va être intéressant, c'est de regarder ces réponses apportées, et puis surtout ces forces de résistance, parce qu'il va il y en a déjà, il va y en avoir. Et finalement, il y a aussi des forces qui vont revenir et qui vont chercher à reconserver leur représentation, leur carte mentale d'avant, parce qu'elles y ont un intérêt. Donc, c'est la question de l'agenda de chacune des parties prenantes. Mais ça va être voilà, quelque chose d'intéressant à observer, et que l'adaptation permet aussi d'évoquer plutôt que juste la question de la crise. Merci beaucoup, ça fait une transition parfaite du coup avec ma question suivante. On a un peu de belles idées depuis tout à l'heure, la construction justement de futurs dans lesquels l'adaptation est un processus qui est construit collectivement par définition, vu qu'on a une approche écosystémique. Mais justement, précisément, comment faire par rapport à la résistance de certains acteurs, mais aussi finalement, est-ce que s'adapter, ce n'est pas le lot des plus faibles qui doivent justement se plier par rapport justement à d'autres acteurs qui n'ont pas besoin de s'adapter car ils ont davantage d'attributs de puissance. Donc finalement, s'adapter, est-ce une manifestation de puissance dans la capacité à s'adapter ou au contraire un aveu de faiblesse? Alors ça, c'est une question extrêmement vaste et complexe.
Alors, si on en croit effectivement un certain nombre de théories, notamment des théories générales de l'histoire, dans les situations de changement majeur de conditions économiques, climatiques, politiques et autres, ceux qui généralement émergent dans la période suivante comme ayant ceux qui ont la meilleure dynamique, c'est la dynamique la plus porteuse, la plus marquante sur l'environnement, sont en général ceux qui se trouvent en marge du système préexistant. Vous avez le cœur, par exemple, d'un État qui est structuré, qui est un peu rigide, qui n'a pas su s'adapter au changement, mais par contre, le territoire d'à côté qui a copié certaines choses, mais pas d'autres, qui est resté différent, qui est resté marginal par rapport à ce que faisait cette structure sociale, elle a été capable de passer les choses. Alors, vous avez des théories d'histoire qui expliquent, par exemple, comment on est passé d'un monde historique en Occident qui est né d'un foyer au Moyen-Orient, qui petit à petit s'est déplacé de périphérie en périphérie au rythme des crises vers l'Europe et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la conférence. Oui, il y a il y a quelque chose à regarder du côté de ceux qui aujourd'hui ne sont effectivement pas les leaders, ne sont effectivement pas ceux qui correspondent au modèle considéré comme le modèle de référence ou le modèle dominant. Quelle est la question de la puissance là-dedans? Alors oui, bien entendu, on peut toujours imaginer qu'un certain nombre d'acteurs qui sont dans le haut de la hiérarchie, dans leur domaine, dans leur secteur d'activité, alors ça peut être sur le secteur politique avec les États-Unis par exemple, qui clairement s'inquiètent de perdre leur leadership aujourd'hui. Ça, c'est très clair. On peut penser à telle ou telle entreprise dans tel ou tel domaine, on peut penser à tel ou tel mouvement politique par rapport à tel aspect de la question sociale, peuvent se dire qu'ils sont solides, qui vont pouvoir résister au changement et qui vont pouvoir finalement faire comme si rien ne se passait. Alors moi, je crois qu'en politique, comme en stratégie d'entreprise, comme en stratégie des collectifs d'une manière générale, quel qu'il soit, quand on s'éloigne trop de la réalité, à un moment donné, ça ne marche plus. Prenez les États-Unis. Si les États-Unis, en caricaturant un petit peu ce qu'on peut dire sur la doctrine des néoconservateurs, si la vision des États-Unis demain, c'est mais nous allons rester les leaders du monde, parce que de toute façon, on est les plus riches, parce que de toute façon, on est les meilleurs, parce que de toute façon, on a du pétrole et on va le garder, parce qu'on a besoin de toute façon à ce qu'il y ait des avions qui volent dans notre espace. Je rappelle que les États-Unis, c'est 50% du trafic aérien mondial, en trafic interne, parce que notre société fonctionne sur la possibilité de se déplacer en voiture facilement, parce que l'essence doit être pas chère pour que le mode de vie américain, et c'est important que le mode de vie américain se perpétue. Donc, on s'en fiche de la COP21 et des différents accords sur le climat. On s'en fiche des intérêts de nos parties prenantes à l'international. Ce qui compte, c'est America First. On modifie les accords internationaux comme il nous arrange, puisque de toute façon, c'est le chef. Bon, au bout d'un moment, ils vont se retrouver quand même un peu tout seuls, ces gens-là. Ils vont être chefs de leur quartier, les États-Unis, s'ils continuent à jouer la politique unilatéraliste et isolationniste. Alors, ils ont les moyens de faire plein de choses, mais pourquoi faire? Pourquoi faire au final? Parce qu'ils seront les leaders d'un monde qui aura cessé d'être partout ailleurs. Et ils seront condamnés, par exemple, à ne vendre leurs produits qu'à eux-mêmes, parce que plus personne ne voudra de produits qui ne respectent pas les normes environnementales internationales qui auront été mises en place. Et d'ailleurs, les néoconservateurs américains le savent bien. Le discours maintenir le mode de vie américain malgré tout, et on ne subira pas le diktat de l'internationalisme tel que les Européens ou les Russes ou les Chinois veulent nous l'imposer, ça c'est de l'électoralisme. Mais dans la réalité, ils savent bien qu'il va falloir à un moment donné qu'ils raccrochent les wagons avec le mouvement global. Donc oui, la puissance peut permettre de donner, le statut de leader dans un domaine donné peut donner les capacités de résister un temps, mais on ne peut pas résister longtemps à l'évolution de la réalité. Alors la puissance, c'est un peu compliqué. C'est un concept compliqué. La définition que je m'en donne, moi, c'est l'ensemble des leviers d'action qu'accumule une organisation pour pouvoir agir. Les leviers d'action du monde qui est en train de venir ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux du monde qui est en train de passer. Ils n'ont pas forcément la même importance, même si ce sont les mêmes. Ils ne sont pas forcément répartis pareil. Ils ne s'actionnent pas forcément de la même façon.
On parlait des États-Unis. Évidemment, quand on parle des États-Unis, on parle civilisation du pétrole. Il y a des tas de pays qui basent leur puissance sur le pétrole. La Russie, les États-Unis, on l'a dit, même la Grande-Bretagne, la Norvège, évidemment un certain nombre de pays du Golfe Persique. Ça va leur servir à quoi dans le monde de demain, si ce monde-là est décarboné? Par contre, ceux qui possèdent du lithium, ceux qui possèdent des terres rares et qui sont capables de les négocier, ceux qui maîtrisent les technologies qui vont permettre de passer à des modes de production un peu plus respectueux de l'environnement, un peu plus adaptés aux besoins de demain. Eux, ils disposent de leviers qui hier n'existaient pas, mais qui demain seront primordiaux. Donc la question de la puissance, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'adéquation aux besoins que les sociétés ont d'agir. On est puissant quand on a suffisamment de moyens d'action pour obtenir ce qu'on essaye de mettre en œuvre, pas parce qu'on est le plus fort. Ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question d'adaptation. Évidemment, si votre mission, c'est de dominer le monde, vous avez intérêt à avoir la première puissance militaire au monde, mais si votre mission, c'est d'inventer le mode d'organisation sociale, la solidarité, la production industrielle de demain, votre puissance, elle ne réside pas dans votre puissance militaire. Ça va suffire à vous défendre éventuellement d'éventuels prédateurs internationaux, mais ça reste très limité. Donc, parfois, le fait d'être faible, le fait de ne pas être contraint justement par un statut à sauvegarder peut être un atout d'évolutivité, un atout de souplesse. En tout cas, c'est ce que je crois. Et il faudra regarder ce qui se passe dans un certain nombre de pays considérés aujourd'hui comme en situation de faiblesse, un certain nombre de sociétés considérées aujourd'hui comme marginales par rapport à cette adaptation, parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de leçons à donner à ceux qui croient, parce qu'ils sont dans le modèle dominant, c'est-à-dire les Occidentaux, qu'ils ont toujours raison, que c'est toujours de leur façon qu'il faut faire les choses. Je ne suis pas sûr que demain, le pays de référence de réussite en termes de développement sur la scène internationale soit encore la Norvège. Ça pourrait être quelque chose d'autre. Mais ça pose aussi les caractéristiques de ce qui peut être ce qui pourrait être la puissance après, voilà, dans ces périodes d'adaptation. Qu'est-ce qui fonde encore la puissance? Est-ce qu'on est toujours dans la question du militaire quand on est face à des crises, soit de nature sanitaire, soit de nature écologique? Concrètement, on peut se poser cette question. Est-ce que des données comme, par exemple, l'innovation, à répondre à des défis, qui paraissent évidents, mais par exemple, répondre à la question de la de la pauvreté, de vivre avec peu de ressources. On ne sait pas ce qui va nous arriver, ça peut nous arriver demain. On parle de crise, je parle à un économiste en face, donc j'essaie de peser mes mots, mais finalement répondre à un défi de la pauvreté, s'adapter à ces questions-là, parce qu'il faudra bien dire à un moment qu'il faudra s'adapter à ces questions-là. Est-ce que c'est les pays occidentaux qui maîtrisent le mieux cette donnée? À mon sens, ce n'est pas si évident. L'innovation autour de ces questions de vivre dans un quotidien complexe avec peu de ressources, on ne sait plus trop faire, enfin, on ne sait pas très bien faire, nous les Occidentaux, je nous mets dans le paquet. Il y a d'autres pays qu'on ne considère pas vraiment comme des puissances qui, eux, savent mieux faire. Donc, est-ce que ça va redistribuer, est-ce que les cartes vont être redistribuées par rapport à ces événements, enfin, j'allais dire ces données-là. Et puis, il y a aussi la question peut-être du traitement de l'information qui va être aussi une donnée intéressante de cette question de l'adaptation aussi. Et je pense que ça peut être aussi une force, en tout cas, peut-être que ce qu'on considérait d'un point de vue occidental comme des faiblesses, avant, ou en tout cas, ou comme quelque chose de pas forcément intéressant, vont devenir des forces demain et peut-être des enjeux de puissance dans un troisième temps. Pour répondre à la question en fait, la question qui est posée, c'est la question de la nature de la puissance. C'est vrai que les Occidentaux, les Européens en particulier, ont construit leur domination, en particulier politique, sur, disons, à la fois une accumulation matérielle gigantesque, d'un côté, donc des forces productives qui permettent précisément d'avoir des équipements, quels qu'ils soient, et de l'autre sur l'idée que c'était l'un des seuls facteurs qui permettait justement de choisir
les problèmes qu'on ne résoudrait pas. Puisqu'en fait, dans le monde d'avant, être puissant, c'est choisir ses problèmes. Bien, justement, la nature du changement qui nécessite, selon nous, qui rend impératif l'adaptation, c'est précisément celle-ci. Est-ce que le monde qui arrive est un monde où avoir accumulé des capacités matérielles suffit à survivre? Parce que derrière, c'est la question de la sécurité. Et la sécurité n'est plus qu'une question matérielle. Ça veut dire quoi être un pays sécuritaire dans un régime économique de sobriété, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire être en sécurité dans ce cas? On a aujourd'hui des pays, par exemple, qui n'ont pas d'armée et qui sont en sécurité. Je pense au Costa Rica, par exemple, qui aujourd'hui, du point de vue de la durabilité, par exemple, est le premier pays au monde. Il n'a pas d'armée, ce pays. Il faut qu'on aille regarder ce qui s'y passe. C'est quand même intéressant de voir une société qui est insérée dans un ensemble latino-américain qui est particulièrement violent. Et pourtant, il y a une réponse politique particulière. Et donc, l'image qui est derrière ce que disait Jean-Marc, c'est l'image des mammifères qui résistent. Et c'est la résilience du mammifère dans un écosystème qui est dominé par les dinosaures. Voilà, on en est là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas, justement, parce que derrière l'adaptation, il y a un mot qu'on n'a pas dit, et pourtant, c'est bien la base de la définition de ce mot, le mot adaptation, c'est le mot intelligence. Faculté d'adaptation. L'intelligence, ce n'est pas la faculté d'empêcher les autres d'agir ou de les contraindre à agir. Ce n'est pas la puissance, l'intelligence. Et peut-être que là, justement, il y a un tournant à observer. Peut-être que là, l'idée générale qui serait derrière une géopolitique de l'adaptation, c'est précisément sortir de l'idée que la matérialité du monde est la seule issue possible pour que la sécurité des ensembles, des systèmes sociaux, des ensembles politiques soit garantie. Si on veut rentrer dans un monde où on est intelligent, eh bien peut-être que la question de la puissance deviendrait secondaire. Est-ce que, et je rebondis sur ce que tu viens de dire aussi, je disais le dernier livre de Pascal Boniface, à un moment il a écrit l'adaptation, c'est faire preuve de modestie. Donc je le comprends en disant c'est certainement se poser être capable de remettre en cause les perceptions en fait d'avant. Tu parles d'intelligence, il y a aussi cette question-là. Donc je trouvais ça. Mais c'est difficile parce que ce qui a fait notre succès, ce qui a fait le succès d'un ensemble tout un ensemble de pays européens, c'est la capacité matérielle. C'est l'accumulation de puissance. Du coup, on a aussi des habitudes, il y a une hérédité là-dedans. On s'est habitué, on a construit des systèmes sociaux, politiques, économiques fondés là-dessus. Je donne un exemple, on a des difficultés aujourd'hui dans le secteur du recyclage, dans le secteur du traitement d'eau. On fait comme avant, on essaie de concentrer. Pourquoi? Pour gagner des parts de marché. Est-ce que c'est ça, le monde d'après? Pas si simple. Oui, c'est un exemple, un exemple franco-français, mais il y en a plein d'autres. La question de la puissance, pour moi, elle se pose. Alors d'abord, la puissance n'est absolument pas la garantie de réussite. C'est pas la garantie d'être supérieur ou quoi que ce soit. Pour moi, la question de la puissance, c'est la puissance en tant que potentiel. C'est-à-dire l'ensemble le stock d'outils, le stock d'énergie qu'une société donnée est capable de mobiliser à un moment donné pour réaliser ce qu'elle pense avoir à réaliser. Donc la nature de la puissance, selon les circonstances et selon l'objectif qu'on veut essayer de réaliser, elle est extrêmement variable. C'est sûr qu'aujourd'hui, un pays qui, un pays qui est autosuffisant du point de vue alimentaire, dans un monde de disruption des chaînes logistiques, dans un monde de changement climatique qui remet en cause la pérennité possible des systèmes d'agriculture dans le monde, ce pays, il a un avantage sur les autres. Il n'a pas un avantage de domination, c'est-à-dire que le but, ce n'est pas forcément qu'en vendant ses surplus aux autres, il assume une position de supériorité. C'est simplement qu'il a déjà un levier qui lui garantit qu'il va pouvoir continuer dans de meilleures conditions que les autres pendant un temps vraisemblablement plus long.
C'est ça la puissance. Ce n'est pas uniquement ce qui vous permet de mettre des baffes à vos adversaires. C'est ce qui vous permet de faire ce que vous avez à faire. Alors parfois, effectivement, ce que vous avez à faire implique de se confronter à quelqu'un dont les ambitions sont contradictoires ou perçues comme telles. Ou alors, c'est que ce que vous avez à faire de votre point de vue, c'est dominer le monde. Et ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. C'est un problème qui n'est pas le problème de tout le monde. Donc la question de la puissance, c'est simplement quels sont les moyens d'action qu'on est capable d'accumuler aujourd'hui, de l'énergie, de quoi satisfaire les besoins de base, de la scientifique adéquate par rapport aux changements techniques que l'on doit faire, notre capacité à créer des alliances et de la collaboration et pas des conflits, c'est aussi une ressource. Évidemment, la confiance que l'on nous prête et qui va nous déterminer en partie notre capacité financière, parce que ça va déterminer la confiance qu'on a dans le moyen de paiement. La façon dont notre société est ou pas capable de produire un projet solidaire sans trop déchirer et sans que toute initiative ne rencontre au final que des résistances, tout ça, c'est des ressources. Ce n'est pas uniquement la capacité à balancer des bombes sur la tête de son voisin, la puissance. C'est la capacité à agir. Et sans garantie, évidemment, que ça va fonctionner, mais au moins, le carburant de l'action, il est là. Et ce qui est certain, c'est que le monde de demain va avoir des compétitions sur d'autres choses que ce sur quoi elles ont lieu aujourd'hui, que les enjeux vont nécessiter d'acquérir d'autres types de ressources de puissance que celles qu'on a imaginées par le passé, et que le jeu est en train de changer de règle. Ça, pour moi, c'était évident. Et je reviens sur la notion de sécurité. Quand on parle de sécurité, on parle tout simplement de la capacité pour un collectif humain à se dire que demain, grosso modo, fonctionnera selon des règles similaires à aujourd'hui, et donc que c'est prévisible et qu'il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas de menace sur la normalité qu'on a réussi à établir et qui fonctionne. C'est ça la sécurité. Et demain, ça passera peut-être par le fait de savoir faire des vaccins, ça passera peut-être par le fait de savoir ou de pouvoir cultiver certains types de plantes plutôt que certains autres, par le fait de pouvoir encore disposer de moyens de communication peut-être plus naturels, des canaux, des voies maritimes, ce genre de choses, plutôt que des autoroutes, des aéroports, des choses comme ça. Là, je parle dans un siècle, sans doute, pas vraiment avant. Ça reposera peut-être là-dessus, mais c'est ça qui fera la sécurité de ceux qui en bénéficient. Je voudrais revenir sur un sujet connexe par rapport à ça, qui est le mythe de l'effondrement et de la disparition des sociétés. Alors l'effondrement, c'est possible. L'effondrement de notre système technique, c'est possible. L'effondrement de nos institutions, c'est possible. L'effondrement de notre sécurité collective et de la montée généralisée des violences, c'est possible. Ça, oui. Mais la disparition, le mythe de la disparition des civilisations, ça, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que la question de l'adaptation est la bonne question, et pas la question de la crise et de la survie à la crise. La civilisation de l'Égypte ancienne n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu parce que les Égyptiens ne sont pas morts. Oui, ils ont arrêté de faire des pyramides. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'on arrête de faire des pyramides qu'on est mort. Les Égyptiens se sont adaptés à une nouvelle réalité de leur monde au moment où elle s'est produite, c'est-à-dire au moment de la conquête romaine et dans les siècles qui ont suivi. Les Mayas n'ont pas disparu, ils sont encore 12 millions aujourd'hui entre le Yucatan et le Guatemala, et on sait, selon les études archéologiques, on sait que leur civilisation matérielle, en fait, s'est certes effondrée, mais que leur population se sont adaptées à de nouvelles conditions de vie et de nouvelles organisations politiques et ont parfaitement pu prospérer dans un nouveau système qui ne ressemblait pas matériellement à l'autre, mais qui était quand même eux. Donc, il faut quand même aussi souligner que quand on parle d'adaptation, on parle d'un fait qui est que, et encore une fois, si ce n'est pas le cas, si je me trompe, tout ce qu'on fait n'a pas d'importance, donc se tromper n'est pas grave, a priori, les sociétés humaines vont perdurer. Toute la question est dans quelles conditions et avec quel optimum de sécurité collective dans les temps qui viennent. Voilà, c'est ça la question de l'adaptation. Nathalie Bellos, Grégory Benel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux questions des internautes ? Je pense qu'on a un panorama assez complet, mais
je reprends dans ce que tu as dit un peu, c'est finalement comment est-ce qu'on va coller aux circonstances influentes, mais qu'est-ce qu'on détermine comme circonstances influentes et qu'est-ce qu'on va, un peu comme voilà, les biologistes peuvent le définir, mais comment est-ce qu'on va recréer certaines fonctions qui vont permettre de répondre aux besoins. Et ce qui va peut-être animer cette année autour du Festival du géopolitique, c'est de comprendre ces fameuses circonstances et comprendre aussi ses besoins. Et après, les réponses apportées, voilà, pour l'instant, on verra, mais quels sont ces éléments-là. Donc, je pense que c'est pour ça que cette question de l'adaptation, elle paraît être beaucoup plus pertinente que la question de crise. Oui, pour conclure, on vit dans un monde où la nature de l'insécurité a changé. Et ça, c'est un élément majeur, d'une part, pour comprendre pourquoi on préfère la notion d'adaptation à la notion de crise. Et d'autre part, il faut aussi avoir en tête que la survie ne signifie pas forcément, dans tout processus évolutif, ça signifie pas forcément qu'on est plus gros, qu'on est plus armé. Il y a plein d'espèces qui ont survécu en rapetissant leur taille, par exemple. Et donc, le critère contemporain de désirabilité d'une forme d'organisation n'est pas forcément le bon critère, en fait. Et l'idée d'adaptation est là. Justement, sortir des critères qui font qu'aujourd'hui, certains facteurs sont des facteurs de succès. Parce que précisément, l'intelligence, c'est précisément de sortir de cette idée-là, que la permanence des facteurs de succès garantit le succès. Voilà. Merci à vous trois. Nous allons prendre quelques questions qui nous ont été posées sur le Zoom. Alors, tout d'abord, deux questions qui sont assez connexes et qui, peut-être un peu paradoxalement par rapport à nos propos, vont chercher à puiser dans la rétrospective pour construire la rétrospective et qui vont avec l'idée de la crise comme fondatrice. Alors, ne peut-on pas s'inspirer des solutions que les sociétés ont prises lors d'anciennes épidémies comme la peste ou autres? Donc là, j'imagine qu'on parle particulièrement de la crise sanitaire du Covid-19. Et également, est-ce que l'adaptation nécessite une remise en cause de la société face à ses erreurs et s'adapter aux conséquences de ces erreurs? Si je peux... Tu veux que je commence ? Je pense que la question de l'adaptation, il faut laisser la place à la surprise et à la contingence quand on a une logique évolutionniste. Tout n'est pas conscientisé, en fait. Il y a des solutions qui existent, qui sont là, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et peut-être que c'est dans 30 ans qu'on verra que c'était ça les bonnes solutions. Et donc, la notion même de répondre à un problème n'est pas entièrement compatible avec la notion d'adaptation. Les espèces évoluent sans forcément savoir pourquoi elles évoluent. C'est parfois l'environnement qui les sélectionne, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas parce qu'on veut grandir qu'on grandit. Ce n'est pas parce qu'elle a souhaité grandir, la girafe, qu'elle a grandi. Donc là, il y a un élément majeur. On peut penser collectivement des réponses, mais il faut laisser la place à l'incertitude et à la surprise et à la contingence. Et justement, se poser la question de « et si je regardais dans le passé, comment on a résolu des crises passées ?» C'est déjà une reconstruction, en fait, ça. C'est déjà poser un regard d'aujourd'hui contemporain sur ce qui s'est passé. Vous savez, au 19e siècle, quand on avait un problème avec les déchets, c'était simple, on les mettait sous les routes. Affaire réglée. Et on avait réglé le problème. Vous allez au bord de Lyon, vous allez voir des flopées sous les anciens remparts de Lyon, vous avez tous les déchets du 19e siècle à Lyon. Et donc, on avait résolu le problème. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Avec les mêmes causes, produire le même effet? Non, c'est pas ça l'idée d'adaptation. Parce que les problèmes qui se posaient à l'époque ne sont pas forcément, même si on observe de l'épidémie, par exemple, on ne veut pas régler forcément les mêmes problèmes. On va prendre le cas de la peste. La peste, quand elle arrive, le problème, c'est qu'il faut sauver le pape. C'est ça le problème. Le reste, tant pis, s'il y a des gens qui meurent, on fait des fosses communes. Donc, il faut se mettre dans les habitudes mentales, dans les institutions de l'époque. Donc là, c'est pas tout à fait, c'est pas parce qu'on a le même problème que c'est réellement le même type de solution qu'on doit envisager. Voilà, pour répondre à cette question. Je rebondis juste sur là-dessus. Je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est pas parce que on a répondu d'une certaine façon, là si on fait la comparaison avec la peste et la crise sanitaire, bon déjà, je pense qu'on a mis du temps à y répondre à la question de la peste et puis ça, donc c'est peut-être pas le bon exemple. Et surtout, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est peut-être les processus de répondre à des crises majeures et pas forcément
sur toutes les anciennes crises sanitaires qu'il y a eu, comment est-ce qu'on y a répondu? Ça peut être un élément de solution, mais ce n'est pas le seul, parce que ce qu'il faut peut-être plutôt observer, c'est les processus de réponse aux crises en général, et pas que à la crise sanitaire d'il y a quelques années. On lit aussi beaucoup voilà, comment on a répondu à la question d'Ebola, mais on n'est pas dans les mêmes contextes. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les mêmes contextes que ça ne vaut pas, heureusement, mais il faut prendre en compte, et encore une fois, c'est l'intérêt aussi de l'analyse géopolitique, c'est de prendre en compte effectivement le contexte, les acteurs, et puis surtout les processus. C'est plutôt ça qui est intéressant, je pense. Oui, alors si on reste sur la question épidémique notamment, puisqu'elle est emblématique, effectivement, il y a un savoir de la vie avec le risque épidémique qui s'est perdu. Alors, qui ne s'est pas perdu parce qu'on n'a pas étudié le passé, parce que, comme le disaient très justement mes collègues, en fait, les épidémies de peste, on y a longtemps répondu en improvisant et en testant plein de solutions simultanément jusqu'à ce qu'il y en ait une qui semble marcher. Et en général, d'ailleurs, l'épidémie s'éteignait sans qu'on sache trop pourquoi. Et puis, quand on parle de la peste, attention, première peste noire 1347, c'est un tiers de la population européenne qui disparaît en l'espace de 6 mois. Donc, on n'est pas du tout dans le même... on n'est pas du tout dans la même échelle. Et effectivement, a posteriori, on peut dire qu'est-ce qu'ils ont été intelligents, mais en fait, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et beaucoup ont échoué. Beaucoup de villes, beaucoup de villages ont échoué à gérer ça. Par contre, il est certain qu'après ce choc-là, l'Europe entière a vécu dans la conscience que le fait épidémique était un fait possible et a appris à développer des mesures de réponse de plus en plus efficaces au fur et à mesure des itérations des épidémies, ce qui est triste. Ça, on l'a perdu, et on l'a perdu par orgueil, ce savoir-là. On l'a perdu parce qu'on a dit, bon, maintenant, on sait surveiller ce qui se passe au niveau mondial, la circulation des micro-organismes, on a des systèmes de santé performants, on a une industrie pharmaceutique et chimique capable de répondre très vite, la population est en bonne santé, et donc même si elle tombe malade, elle ne peut pas mourir, en oubliant qu'on est dans des sociétés occidentales qui vieillissent. Donc, la question de la bonne santé de la population est une question relative. Voilà, l'erreur, elle a été d'oublier que c'était possible. Elle n'est pas dans la réponse, parce que la réponse, elle n'est pas parfaite, d'accord. Elle gère un état des lieux de préparation défaillant, parce que justement, pendant 20 ans, on s'est mis dans l'idée que ça ne pouvait pas arriver, mais on a perdu un savoir, ça c'est vrai. Par contre, on ne peut pas faire aujourd'hui les mêmes réponses que celles qu'on a pu adopter dans le passé, parce qu'on n'est pas dans les mêmes systèmes de valeurs, les mêmes systèmes sociaux, les mêmes systèmes d'administration, de pouvoir. Et donc, le regard vers le passé doit être porté, bien sûr, je suis d'accord, mais pas sacralisé. Voilà, il ne faut pas sacraliser ce qui s'est passé précédemment. On n'était pas du tout dans le même monde. Merci beaucoup. Une autre question, avec quels outils l'adaptation peut être analysée par la géopolitique, notamment donc au sens où l'a défini Yves Lacoste, la rivalité des pouvoirs sur des territoires? Alors, la question, c'est la nature du territoire, en fait. Est-ce que c'est le territoire qu'on observe ou est-ce que c'est le territoire qu'on conceptualise? Est-ce que le territoire est une réalité matérielle ou est-ce que c'est une idée? À partir du moment où on considère que c'est une idée, il y a des conflits de territorialité, il y a des conflits de projet sur ces territoires-là. Et donc, quel que soit l'objet, et en particulier quand l'objet est l'adaptation, par définition, ça implique des conflits. Et donc, ce n'est pas du tout antagonique avec la définition de Lacoste. Au contraire, je pense même que ça rajoute une couche de réalisme, en fait. C'est-à-dire que nous sommes des êtres sensés. Nous pensons l'avenir. Et donc, la rivalité, c'est aussi la rivalité sur les potentiels d'usage, ou pas d'ailleurs, du territoire, de non-usage aussi. Et donc, par exemple, et même de conception du territoire. J'irais même jusqu'à l'image culturelle, de sens artistique qu'on peut donner au territoire, la beauté d'un paysage, par exemple. Et donc, de ce point de vue-là, au contraire, penser une géopolitique de l'adaptation, c'est enrichir la définition, c'est sortir de la matérialité, justement, du monde, précisément. Je pense qu'il y a un élément qui manque aussi à la définition, et on en a discuté en fait ici, mais la question de représentation, elle est centrale. Donc, par quels outils, je ne sais plus comment était formulée la question, mais à mon sens, il y a
ce qu'il va falloir vraiment, ce qu'il faut questionner, dans cette question d'adaptation, c'est la question des représentations. Parce que, voilà, est-ce que les sociétés, les États vont être capables de remettre en cause certaines de leurs soit croyances, soit vision du monde, soit vision du passé ou du futur, on en revient à ça, et arriver à se décoller de ces questions. Donc pour moi, ça c'est un autre... on a parlé de puissance, bon, est-ce que c'est le bon cadre? Ça peut être un cadre intéressant. La question de la représentation, pour moi, elle me semble centrale. Alors, si je peux me permettre un zoom historique hyper rapide en accéléré, si on prend le monde germano-celte des 5e siècle avant Jésus-Christ environ, la ressource de la richesse et donc de la puissance et du pouvoir, ce sont les troupeaux. Et finalement, la projection de pouvoir sur les territoires se porte sur des pâturages et sur les lieux où se trouvent les troupeaux des rivaux. Si on prend l'Europe physiocratique, qui pense que la richesse repose sur la production agricole, les rivalités de pouvoir se portent sur des terres agricoles et on revendique les terres agricoles à travers un certain nombre de conflits. Quand au XIXe siècle, la richesse devient d'abord une question de nombre, eh bien, les rivalités de territoire se portent sur des territoires pour leur population et dans le même temps, comme il y a le développement de l'industrie, se portent sur les territoires pour le type de ressources minières capables de servir le développement industriel, notamment des puissances européennes. Donc du fer, du charbon, de l'or, ce genre de choses. Donc la définition de Lacoste, elle peut être maintenue avec un certain nombre de réserves. C'est pas ma favorite, mais c'est pas grave. Simplement, il faut comprendre qu'un territoire, c'est pas quelque chose dont la valeur est figée de toute éternité et qui se collectionne comme des Pokémon ou comme des billets de banque. La valeur d'un territoire change avec les paramètres du monde tout entier. Le Sahara n'avait strictement aucun intérêt pour personne, à part comme route de commerce, jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Ensuite, il a été intéressant parce qu'il détenait du fer et du gaz à partir des années 60, puisqu'avant le gaz naturel, finalement, on s'en fiche. Il a commencé à être intéressant parce qu'on y a trouvé quelques gisements d'uranium. Donc là, il a fait l'objet d'une évaluation, disons, classique de territoire comme lieu de gisement de ressources. Aujourd'hui, il est l'objet d'ambition, de prise de contrôle, parce qu'il permet, par exemple, de créer les bases arrières d'un projet de révolution islamiste dans le Maghreb, par exemple. Donc, il a une valeur particulière pour les groupes qui y trouvent refuge. Et au contraire, il a la valeur inverse pour les États qui tentent d'y ramener un minimum de sécurité par rapport à ces phénomènes-là, enfin de contrer ces mouvements-là. Demain, il aura une valeur parce que le Sahara, c'est du sable, et avec le sable, on fait du verre et des panneaux solaires. Deux, on va y mettre les panneaux solaires. Deux, c'est un territoire vide dans lequel il est donc idéal pour y placer des panneaux solaires, en plus dans un climat avec un ensoleillement virtuellement permanent. Donc, le même territoire, à travers les évolutions des concepts techniques, des sociétés, des systèmes politiques, enfin des complexes de sécurité politique dans les régions, ne cesse de changer de valeur. Donc la définition de Lacoste, elle n'est effectivement pas incompatible avec la pensée de l'adaptation, même si, encore une fois, ce n'est pas du tout ma définition favorite de ce que la géopolitique doit faire. C'est un autre problème. Après, la question, ça portait plus sur les outils, justement. Comment, en partant de cette définition, comment on arrive à théoriser? Et je pense que c'est un peu ce que tout le monde se demande. On voit géopolitique de l'adaptation, on se demande est-ce que ça a déjà été théorisé et comment on utilise des notions peut-être soit canoniques des relations internationales et de la géopolitique, ou est-ce qu'on en invente, justement? Alors, je pense qu'il faut en réinventer. Oui. Je pense qu'il faut réellement se réfléchir sur la validité des méthodes et des concepts. Parce que la géopolitique est aussi le produit de son temps. Et on est dans un temps nouveau, il faut une nouvelle approche de la géopolitique. Sortie de la guerre froide quand même. Voilà. Et puis après, il y a des outils, parce qu'en géopolitique, on sait faire quand même un certain nombre de choses en termes d'analyse prospective, en termes d'analyse systémique, en termes de compréhension des jeux d'acteurs et des choses comme ça, qui restent totalement valables et qui sont des outils qui peuvent permettre, non pas de prédire, parce que ça c'est impossible, mais en tout cas de voir clair
et d'élaborer des scénarios crédibles sur l'évolution des choses, et donc aussi des modalités d'action pour essayer de les orienter dans un sens désirable. Mais il y a un vrai questionnement méthodologique sur une géopolitique du XXIe siècle qui ne sera pas celle du XXe et encore moins celle du XIXe. Si je peux compléter, moi, en mettant la casquette de l'économiste, je pense même que la géopolitique est particulièrement propice à ce type de réflexion, puisque par définition, elle n'envisage pas les systèmes sociaux, les systèmes humains, les collectivités, sous le prisme d'un seul type d'activité, précisément. C'est multiscalaire, mais c'est aussi multidimensionnel. Et justement, précisément, la question de l'adaptation met en avant cette image écosystémique d'interdépendances qui ne sont pas simplement des interdépendances d'acteurs, mais qui sont aussi des interdépendances en termes de niveau d'activité, en termes de type d'éléments qu'il y a dans l'écosystème, qui peuvent en apparence ne pas être perçus par les acteurs comme étant essentiels pour eux. Et précisément, la géopolitique, elle permet de faire ça. Et donc, si on peut renverser la question, de mon point de vue, ce sera plus simple pour la géopolitique de penser l'adaptation que pour les autres sciences sociales. Voilà. Et donc, on peut voir le verre dans l'autre sens, le verre à moitié plein. Il y a moins d'effet de silo. Ouais. Il y aura moins de difficultés, a priori. D'abord, il y aura plus de facilité à aller emprunter des concepts et des autres sciences sociales. Ça, c'est une caractéristique majeure de cette discipline. Et d'autre part, il y aura moins de tentation à la fois de silotage disciplinaire, mais aussi de silotage théorique. Il n'y a pas cette volonté d'imposer un paradigme qu'on va retrouver dans d'autres types de sciences sociales, justement. Merci beaucoup. Deux questions qui réagissent à ce que vous disiez, Jean-Marc Huissou, sur la collapsologie et les théories de l'effondrement. Donc, deux questions qui vont ensemble. L'augmentation de la population, l'accélération de l'expansion du modèle économique occidental ne rend-il pas la notion d'effondrement plus plausible, l'adaptation devenant plus difficile? Et donc, dans la même idée, en ce qui concerne les enjeux climatiques, qui plus qu'une crise est un état qui sera permanent à l'échelle humaine, l'adaptation est-elle possible à de tels niveaux de déstabilisation avec donc des scénarios à plus 2, plus 3, voire plus 4 degrés? Si tu veux, je peux répondre déjà à la première question. Cette question malthusienne de la surpopulation humaine, pour reprendre l'analogie que tu as faite, est une question que posait déjà Platon. Pour lui, il y avait déjà trop de monde sur la planète. On néglige beaucoup de choses quand on est dans l'idée que la quantité de population est un problème. En fait, on néglige l'intelligence des populations et on néglige aussi le fait que les populations sont des facteurs de production, qu'elles sont capables de produire les solutions qui permettent de résoudre ces problèmes de nombre. Alors, on peut prendre l'exemple du système économique fondé sur l'exploitation du riz. Il faut du monde pour produire du riz. Au contraire, c'est le manque de monde le problème quand on est dans un système fondé sur le riz. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, penser la relocalisation sans penser le nombre, c'est un vrai problème. Il faut être très nombreux pour relocaliser parce qu'on est moins efficace, parce qu'on fait moins confiance au système technique. Et donc, à l'inverse, précisément, il faut sortir de ce prisme malthusien parce que précisément, il nous enferme dans une série d'habitudes de pensée, d'habitudes d'action qui sont celles du monde d'avant, précisément, justement. Et donc, le nombre, c'est une opportunité. Vous allez dans certains pays d'Afrique, la nature est généreuse. Pourquoi se poser ces questions-là? Donc là, vraiment, il faut vraiment... et donc, l'un des problèmes que peut poser la collapsologie, c'est celui-ci. C'est l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule issue possible au monde actuel. Et ça, c'est un problème qui pose aussi des questions démocratiques. On a le choix, on a encore le choix, et même dans une situation où on est dans de grandes difficultés, on a encore le choix. Alors, pour essayer de répondre à cette question-là, tout d'abord, il y a clairement une chose qui n'est pas possible. On ne peut pas imaginer être, comme c'est le cas des projections démographiques de l'ONU, très optimistes, 11 milliards d'habitants sur la planète, vivant comme des Américains. Absolument. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est effectivement ça. C'est-à-dire ça, c'est inimaginable, mais c'est justement l'absence d'adaptation. Tout à fait raison. Par contre, il existe des modes de production de société, des systèmes techniques imaginables qui permettent à 11 milliards d'êtres humains de vivre en relative sécurité sur la planète. De manière pacifique. De manière, alors pacifiée, j'en sais rien, on va pas rentrer dans... Sachant qu'actuellement, on produit déjà ce qu'il faut pour pouvoir nourrir ces gens. Mais en tout cas, on peut créer une sécurité collective satisfaisante pour 11 milliards d'individus sur la planète sans nécessairement pour autant détruire les ressources naturelles
avec l'intensité où on le fait aujourd'hui. Par contre, effectivement, ce n'est pas du tout les mêmes sociétés, ce n'est pas du tout le même mode de vie, il y a des choses qui disparaissent. Après, je ne dis pas que, parce que nous sommes en train de vous parler d'adaptation, vous donner les réponses pour en arriver là, et que le monde de demain va être un monde populeux, heureux, où la pauvreté, les inégalités auront disparu, et où tout ira bien. Le monde de demain sera peut-être effectivement celui que les collapsologues pointent du doigt, c'est-à-dire un monde d'humanité clairsemée de survivants, combattant ou se battant simplement contre leur environnement pour survivre au moins pendant un temps. C'est possible, bien sûr. Ça reste un scénario possible. Simplement, c'est pas, comme le disait Grégory, c'est pas la seule issue. Et en fait, c'est même pas la plus probable dans l'ensemble. Par contre, attention, je suis pas en train de vous dire que si on est intelligent, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de perte. Ça, je ne peux pas le garantir. Et au contraire, je pense que les voies qui évitent ces écueils-là sont extrêmement étroites dans les évolutions qui viennent, particulièrement dans nos sociétés occidentales qui vont avoir beaucoup de mal à se déshabituer d'un certain confort, d'une certaine conception de l'individu et de la liberté des individus indépendamment, disons, leur permettant de faire un peu ce qu'ils veulent sans trop se préoccuper de solidarité collective. Je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui vont être douloureuses. Voilà. Mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas la collapsologie contre l'adaptation. L'adaptation, c'est un questionnement aujourd'hui et c'est pas un programme politique. En revanche, de mon point de vue, l'hypothèse collapsologue est intéressante puisque c'est un monde possible. Et donc, précisément, c'est le moment de réfléchir à des alternatives. Bien sûr. Voilà. C'est en ce sens que c'est extrêmement intéressant. Elle a le mérite de dire que ce qu'on est en train de jouer, ce n'est pas juste du confort. C'est effectivement quelque chose de beaucoup plus grave. Merci beaucoup. On va prendre une des dernières questions qui fait beaucoup le lien en fait avec justement cette question des représentations et peut-être justement des peurs et de l'irrationnel qui se confrontent justement à l'intelligence qui serait nécessaire dans un processus d'adaptation. Qu'est-ce qui a fait que l'homme n'a pas réagi aux signaux forts de la Chine quant à l'émergence de la pandémie, donc de la pandémie de Covid-19 ? Pourquoi l'homme a oublié que c'était possible ? Peut-être Nathalie Bellost, je ne sais pas si vous voulez. Encore une fois, c'est le fait d'avoir construit une société, notamment sur une dimension sécuritaire, sur lequel ce risque sanitaire ne pouvait pas était un scénario très peu probable, même s'il a été il y avait certains analystes où vous pouvez retrouver qui disaient que voilà une crise sanitaire aurait été possible. Donc qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas réagi ? C'est aussi une volonté de, je sais pas, forcément c'est pas conscient, mais c'est parce qu'on a construit un schéma de pensée sur lequel on se dit ce scénario-là ne peut pas être possible. Donc c'est un élément de réponse aussi vis-à-vis de cette question des représentations et de la sécurité qui dans lequel on se sent par rapport à ce qu'on a construit et à l'environnement qu'on a nous-mêmes construit. Et puis la certitude que nos institutions, qu'elles soient sanitaires, etc., pourront absorber un problème potentiel s'il devait pouvoir se passer. Bon, moi, j'ai une autre interprétation. Je pense que ce n'est pas un hasard si les pays d'Europe sont les pays les plus touchés. Ce n'est pas simplement lié à l'âge du capitaine, hein, ce n'est pas parce qu'on est dans des sociétés vieillissantes. Je pense qu'il y a eu un excès de confiance, un peu d'arrogance, l'idée qu'on était encore les phares de la civilisation, l'idée qu'on pouvait faire confiance au système technique et uniquement au système technique. Et puis, il y a aussi autre chose, on a aussi une focalisation à l'extrême, et c'est l'économiste qui parle de ça. On se focalise sur la dimension profitable, valorisante de l'activité humaine, et on néglige les questions liées à la sécurité. On ne réfléchit plus à la sécurité, si ce n'est dans certaines sphères où on discute de la sécurité plutôt comme avant,
la sécurité collective, mais la question de la sécurité humaine au sens large, c'est-à-dire notre capacité de survie en tant qu'individu, est moins posée dans les sociétés occidentales actuelles que dans des sociétés qui sont traumatisées par des épisodes épidémiques, comme la société sud-coréenne, par exemple, où là, on a anticipé, on a un État qui a été résilient. Ce n'est pas forcément la meilleure réponse qui a été apportée, mais en tout cas, il y avait déjà une tentative de compréhension des faiblesses des systèmes politiques et des systèmes de santé derrière la probabilité, la potentialité de l'épidémie. Et donc, pour moi, c'est un excès d'arrogance, c'est un sentiment de supériorité, y compris à l'intérieur des pays européens. 15 jours avant le confinement, on était quasiment tous avec un petit sourire quand on regardait ce qui se passait en Italie. Ça ne pouvait pas arriver. Ben, excusez-moi, ce réflexe-là, en particulier dans l'histoire française, on le connaît, ça s'appelle la ligne Maginot. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et on en revient à la manque de modestie, en fait, aussi. Hein. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Ouais. Et donc, la question d'adaptation, c'est la question des mondes possibles, précisément. Il faut les envisager, ces mondes possibles, ces potentialités. Alors, si je puis me permettre de rajouter quelques éléments peut-être un petit peu plus techniques, le mode de détection, de déclenchement des épidémies mis en place par l'OMS au niveau mondial est un système qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un système de détection, de remontée d'informations qui normalement dit, attention, là, il y a des anomalies à répétition dans les pathologies détectées dans telle région, et là, on fait une alerte épidémique. Le seul problème, c'est que le système a fonctionné, sauf qu'il s'est grippé parce qu'à un moment donné, pour des raisons administratives et politiques, des gens ont refusé d'accepter la réalité. Et là, je parle de l'administration régionale chinoise dans la province de Wuhan, qui ont refusé que ça se produise parce que bon, le réel ne pouvait pas être comme ça. Le réel ne pouvait pas être comme ça. La Chine moderne ne pouvait pas connaître ce genre de choses. On parle toujours d'orgueil. Hein. Et en plus, il y a un problème d'hypersensibilité des sociétés asiatiques aux questions de santé. Le temps qu'ils admettent qu'il se passait quelque chose et qu'ils donnent l'alerte, un certain nombre de personnes, des travailleurs étrangers ayant séjourné à Wuhan, des représentants de commerce ou des cadres d'entreprises installés à Wuhan, s'étaient déplacés. Aujourd'hui, la Chine a toujours été un foyer infectieux et viral. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la Chine communiste, c'est une question de climat, en fait. Voilà. Un virus qui apparaît, un début d'épidémie qui se déclenche n'importe où en Chine, que ce soit Wuhan ou ailleurs, il lui faut 24 heures pour atteindre l'ensemble du monde. Si l'alerte n'est pas donnée le premier jour où les échantillons statistiques montrent une anomalie, c'est trop tard. Et l'alerte, elle a réellement été donnée 3 semaines après les anomalies statistiques. Pour des raisons diverses et variées. Parce qu'on s'est surestimé, parce qu'on a considéré que puisqu'on surveillait, ça ne pouvait ne pas arriver, parce que le virus, il a peur des surveillants. Hein. C'est comme les caméras dans la rue. Hein. Si vous mettez des caméras, il n'y a pas de délinquants. Le virus, si vous le surveillez, il n'y a pas d'épidémie. Bon, il s'est déclenché quand même, et on a refusé de reconnaître la réalité quand elle s'est produite, pour des tas de raisons, des tas de rationalités un petit peu perverses, et voilà où on en est. Bon, on peut reprocher beaucoup de choses à la vision française et à ligne Maginot et à beaucoup de choses. Enfin, bon, il y en a quelques autres qui ont fait des pas mal. Hein. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a que la France qui a péché par orgueil de ce point de vue-là. La Suède, la Grande-Bretagne. Merci à vous tous pour ces interventions. Bon, comme on a pu le constater, le sujet est très complexe et il y a beaucoup de notions, beaucoup d'éléments derrière. Donc, on peut se douter que le festival en mars 2021 sera extrêmement riche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du festival justement pour suivre les autres ateliers de la fabrique du festival et notamment donc, la prochaine intervention qui aura lieu le 3 novembre à 18h sur la question de la sécurité alimentaire et de la fourche à la fourchette. Voilà, comment est-ce que l'ensemble de la chaîne alimentaire peut être perturbée par les différentes crises qu'on peut connaître et également la question aussi du changement climatique. Voilà. Eh bien, nous la suivrons avec attention. Merci encore Nathalie Bellost, merci Jean-Marc Huissou, merci Grégory Vanel et merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Merci.